En quelques heures, une unité entière peut se fissurer. Dans la chaleur sèche de Ouagadougou, la poussière colle à la peau, les uniformes sont trempés et un dossier posé sur une table devient une bombe. La fidélité d'un homme se transforme en menace pour tous, au milieu des murmures et des regards qui pèsent. Quand Ibrahim Traoré comprend que le frère d'armes, désigné comme pilier, s'appelle Moussa Diallo, la question cesse d'être abstraite. Faut-il frapper vite pour sauver la cohésion, ou écouter au risque d'ouvrir la suspicion et le chaos? Et si l'humanité était l'arme? Ce récit ne promet pas une morale confortable. Il promet de vous placer au cœur d'un choix où chaque option comporte une perte mesurable, humaine ou stratégique. Ce qui se joue ici dépasse le sort d'un soldat isolé. Il s'agit de savoir comment une autorité se construit quand la peur, la loyauté et la survie entrent en collision dans un espace clos. Dans l'unité commandée par Ibrahim Traoré, la sanction n'est pas seulement un acte juridique, c'est un signal envoyé à chaque homme qui porte l'uniforme et à chaque famille qui attend au loin. Une décision trop dure peut briser la confiance silencieuse qui maintient un groupe debout sous le feu. Une décision trop clémente peut fissurer la discipline et inviter le doute à s'installer. En suivant cette histoire jusqu'au bout, vous verrez comment un dilemme individuel peut devenir un tournant collectif, comment un choix fait dans l'urgence peut redéfinir l'autorité, et pourquoi certaines décisions continuent de résonner bien après que le silence soit retombé sur un camp militaire. Deux faits bouleversent tout dès l'ouverture. Un espion a été identifié au cœur de l'unité, et les preuves ne laissent aucune place au doute. Messages codés interceptés, mouvements financiers suspects, témoignages concordants. En quelques jours, la certitude s'impose que la trahison n'est pas une rumeur, mais une réalité documentée, précise, impossible à balayer. Le choc est d'autant plus violent que le nom qui surgit n'est pas celui d'un inconnu. Moussa Diallo, 26 ans, sergent respecté, décoré lors de 2 engagements récents, faisait partie de ces soldats sur lesquels on compte sans poser de questions. Dans le camp, on disait de lui qu'il incarnait la loyauté tranquille, celle qui rassure dans les nuits sans sommeil. Pour Ibrahim Traoré, cette révélation n'est pas seulement une alerte sécuritaire, elle atteint le cœur même du lien qui unit un chef à ses hommes. Le contexte amplifie encore la gravité du dilemme. Le Burkina Faso traverse une période de tension extrême, marquée par des combats asymétriques, des attaques surprises et une pression constante sur les forces déployées. Dans ce type de guerre, un seul renseignement transmis au mauvais moment peut coûter des vies, inverser un rapport de force, ouvrir une brèche durable. L'histoire militaire regorge d'exemples où une faille humaine a provoqué l'effondrement d'unités entières. Les règles, elles, sont claires et anciennes. La trahison est punie sans délai, sans nuance, précisément pour éviter la contagion du doute. Exécuter vite, frapper fort, montrer l'exemple. Telle est la logique qui a façonné des générations de commandants. Mais appliquer mécaniquement cette règle signifie aussi réduire une situation complexe à un verdict binaire. C'est ici que la question suspendue au début trouve son premier éclairage. Avant même toute sentence, Ibrahim Traoré comprend que ce dossier ne juge pas seulement Moussa. Il met à l'épreuve la cohésion, la confiance et la nature même de son commandement. Moussa Diallo n'est pas présenté comme un simple nom sur un rapport. Il est un visage familier, une voix connue, un corps fatigué par les mêmes marches et les mêmes veilles que les autres. Dans les semaines précédant la révélation, il incarnait ce soldat discret qui ne cherche ni la gloire ni l'attention, mais sur lequel les officiers s'appuient quand la pression devient trop forte. Son parcours explique en partie l'onde de choc. Jeune, engagé depuis moins d'1 an sous le commandement d'Ibrahim Traoré, Moussa s'est distingué lors de 2 opérations majeures où il a risqué sa vie pour extraire des camarades blessés. Ces actes ont forgé une réputation solide, presque protectrice, qui rend aujourd'hui l'accusation presque irréelle aux yeux de beaucoup. Dans un groupe soudé, la trahison d'un pilier n'est jamais neutre. Elle fragilise les certitudes les plus profondes. Les premiers effets se font sentir immédiatement dans le camp. Les conversations se taisent à l'approche des officiers. Les regards se croisent, hésitants, cherchant des signes de confiance ou de méfiance. Certains soldats commencent à douter, non seulement de Moussa, mais de leur propre capacité à juger les autres. La peur ne vient pas encore de la sanction, mais de l'idée que personne n'est totalement à l'abri d'un soupçon. Pour Ibrahim Traoré,
Cette atmosphère est un signal d'alarme. Avant même toute décision officielle, il perçoit que l'affaire dépasse le sort d'un individu. Elle menace l'équilibre invisible qui permet à une unité de fonctionner sous le stress constant du combat. Ici, l'enjeu devient clair, préserver la cohésion sans nier la faute. Tout commence par un signal discret, presque banal, une transmission interceptée, puis une autre, des horaires qui ne coïncident pas, des silences trop longs, des déplacements nocturnes observés près du mur d'enceinte. Au départ, rien qui justifie une alerte maximale. Dans une zone de guerre, les anomalies font partie du quotidien, mais peu à peu les indices s'additionnent et cessent d'être des coïncidences. L'activation réelle survient lorsque les relevés financiers arrivent sur le bureau. Des virements fractionnés, modestes mais réguliers, vers des comptes difficiles à tracer. Pas de fortune soudaine, pas de train de vie suspect, seulement des flux assez constants pour indiquer une contrainte plutôt qu'un enrichissement. À ce stade, la mécanique militaire s'enclenche. Vérification croisée, surveillance discrète, confirmation par plusieurs sources indépendantes. Le nom de Moussa Diallo s'impose alors glaçant, irréfutable. Le moment du face-à-face marque le passage au point de non-retour. Moussa est conduit devant son commandant. Son attitude ne correspond pas à celle d'un homme sûr de lui. Le regard fuit, les épaules s'affaissent, la voix se brise rapidement. Sous la pression, la vérité émerge par fragments, des menaces, des photos, un ultimatum répété. Sa sœur, âgée de 12 ans, a été enlevée. Chaque information transmise aux rebelles était une tentative désespérée de la maintenir en vie. C'est ici que la tension atteint son sommet. La tradition militaire exige une réponse immédiate. Exécuter Moussa, c'est envoyer un message clair. La trahison ne sera jamais tolérée, quelles qu'en soient les raisons. Ne pas le faire, c'est prendre le risque que d'autres y voient une faiblesse, voire une invitation à céder sous la pression. Autour d'Ibrahim Traoré, les avis se durcissent. Certains officiers réclament l'exemple, invoquant l'histoire et les précédents sanglants. D'autres se taisent, troublés par la détresse d'un soldat brisé. La bascule se produit dans le silence. Ibrahim Traoré renvoie tout le monde. Seul, avec le dossier, il mesure l'ampleur des conséquences. Une exécution rapide préserverait l'ordre apparent, mais laisserait une fracture morale profonde. Une décision alternative pourrait sauver une vie, mais exposer l'unité à un danger immédiat. Le dilemme n'est plus théorique. Il engage la survie, l'honneur et l'avenir du groupe. À ce stade, le temps devient un ennemi. Chaque minute d'hésitation est perçue comme une faille potentielle. Pourtant, c'est précisément dans cet intervalle que naît une option inattendue. Transformer la trahison en levier. Utiliser la contrainte subie par Moussa pour retourner la situation contre les rebelles. Une idée risquée, presque suicidaire, mais qui ouvre une troisième voie entre la punition aveugle et l'abandon de l'autorité. Rien n'est encore décidé, mais la trajectoire des événements a changé. La crise n'est plus seulement une affaire de sanctions, elle devient une manœuvre stratégique. Les éléments matériels confirment rapidement ce que l'aveu de Moussa a laissé entrevoir. Au départ, les services de renseignement établissent une base simple. Aucune fuite majeure n'avait été détectée avant son cas, et l'unité fonctionnait sans perte anormale liée à des informations compromises. Après les premières transmissions suspectes, le schéma change nettement, révélant une évolution mesurable de la menace. D'abord, un premier indice ressort. Les flux financiers. Les virements reçus par Moussa restent limités, inférieurs à 3 millions de francs CFA cumulés, répartis sur plusieurs semaines, ce qui exclut toute logique d'enrichissement personnel. Cette somme correspond davantage à un paiement sous contrainte qu'à une récompense stratégique, indiquant un chantage ciblé plutôt qu'un recrutement idéologique. En clair, l'argent ne motive pas la trahison, il sert d'outil de pression. Ensuite, un deuxième indice apparaît, la chronologie des communications. Avant l'enlèvement de la sœur de Moussa, aucune interaction suspecte n'apparaît dans ses relevés téléphoniques. Après cet événement, les contacts codés se multiplient, concentrés sur des créneaux nocturnes précis. Cette rupture nette entre un avant silencieux et un après saturé de signaux suggère une bascule brutale, non une dérive progressive. Le facteur déclencheur est identifié sans ambiguïté. Puis, un troisième indice se dessine, l'impact opérationnel. Malgré les informations transmises, aucune attaque ennemie ne provoque de perte directe dans l'unité. Les données livrées semblent
partielle, parfois imprécise, comme si Moussa cherchait à limiter les dégâts tout en répondant aux exigences de ses ravisseurs. Ce décalage entre la quantité d'informations transmises et leur efficacité réelle renforce l'hypothèse d'une trahison contrainte, hésitante, jamais pleinement assumée. Pris ensemble, ces chiffres dessinent un tableau précis. La situation évolue d'un risque latent à une menace contrôlée, puis à une opportunité tactique potentielle. Pour Ibrahim Traoré, cette lecture quantitative change la nature du choix. Il ne s'agit plus seulement de punir un acte passé, mais d'évaluer ce qu'il est encore possible d'influencer. Chaque donnée devient un levier, les montants révèlent la contrainte, les horaires exposent les réseaux ennemis, l'absence de perte ouvre une marge de manœuvre. À partir de cette analyse, une conclusion s'impose. Exécuter Moussa mettrait fin au problème immédiatement, mais ferait disparaître une source précieuse d'informations et une chance de reprendre l'initiative. La décision reste lourde, mais pour la première fois, elle repose sur autre chose que l'émotion ou la tradition. Elle s'appuie sur des faits mesurables, comparables, et sur une lecture avant-après qui transforme un cas de trahison en problème stratégique gérable. La position la plus dure contre Moussa repose sur un raisonnement solide, largement partagé dans les armées confrontées à la guerre asymétrique. D'abord, un argument s'impose. Toute exception fragilise la règle. Si un soldat convaincu de trahison échappe à la sanction ultime, même pour des raisons compréhensibles, le message envoyé aux autres est dangereux. Face à un chantage similaire, certains pourraient croire qu'il existe une issue autre que la mort et céder plus facilement à la pression ennemie. Ensuite, un autre argument s'impose. La discipline protège plus de vies que la compassion individuelle. Dans un contexte où l'information est une arme, la moindre fuite peut entraîner des pertes massives. Punir immédiatement un traître, quelles que soient ses motivations, vise à préserver l'ensemble du groupe. L'histoire militaire fournit de nombreux exemples où l'indulgence a précédé l'effondrement d'unités entières rongées par le doute et la suspicion interne. Ces deux arguments forment un cadre cohérent. Ils défendent l'idée que la justice militaire ne peut s'adapter à chaque cas sans perdre sa fonction dissuasive. Dans cette logique, Ibrahim Traoré devrait appliquer la règle sans état d'âme, pour protéger l'institution plutôt que l'individu. La réponse à ces arguments ne les nie pas, mais les replace dans les faits observés. D'abord, le cas de Moussa n'est pas une simple faiblesse personnelle. Les données montrent une contrainte extrême, liée à un enlèvement familial, situation que les rebelles exploitent de manière systématique. Ignorer cette réalité revient à fermer les yeux sur une méthode ennemie appelée à se reproduire. Ensuite, la sanction immédiate n'élimine pas la vulnérabilité structurelle. Exécuter Moussa aurait fait disparaître le symptôme sans traiter la cause. Les familles des soldats resteraient exposées et d'autres pourraient être pris au piège de la même manière. A l'inverse, utiliser ce cas pour comprendre et neutraliser les réseaux de chantage offre une protection collective plus durable. Enfin, la discipline ne repose pas uniquement sur la peur. Elle se renforce aussi lorsque les soldats perçoivent que leur commandement comprend les réalités humaines du terrain. Dans cette perspective, la décision d'Ibrahim Traoré ne nie pas la règle. Elle cherche à empêcher que la règle ne devienne aveugle face à une guerre qui ne l'est pas. À ce moment précis, le dossier change de nature. Ce qui devait conduire à une exécution s'ouvre sur une manœuvre de déception rare, risquée et lourde de conséquences. Ibrahim Traoré comprend que Moussa n'est plus seulement un problème à éliminer, mais un point d'entrée vers les réseaux ennemis qui utilisent la peur familiale comme arme principale. La décision n'est pas annoncée, elle est préparée. Les communications de Moussa ne sont pas coupées, elles sont encadrées, surveillées, recalibrées. Chaque message devient un outil, chaque mot un appât. L'objectif n'est plus de punir le passé, mais d'influencer l'avenir immédiat. En contrôlant le flux d'informations, l'unité peut tester les réactions adverses, identifier les relais, mesurer la crédulité des rebelles. Ce basculement modifie aussi la dynamique interne. Les officiers les plus proches d'Ibrahim Traoré perçoivent que l'autorité ne s'exerce plus uniquement par la sanction, mais par l'anticipation. Le risque reste maximal. Une seconde trahison de Moussa, volontaire ou forcée,
aurait des effets irréversibles. Mais l'alternative est désormais claire. Soit subir les coups dictés par l'ennemi, soit tenter de reprendre l'initiative en utilisant ses propres méthodes contre lui. À partir de cet instant, la crise cesse d'être défensive. Elle devient offensive, silencieuse et entièrement conditionnée par un choix de leadership. Les effets de cette décision se déploient rapidement, bien au-delà du sort individuel de Moussa. Pour l'institution militaire d'abord, l'impact est immédiat. L'opération montée à partir des fausses informations permet de piéger les assaillants sans perte dans les rangs, un résultat rare dans ce type de contexte. La capture des rebelles et la libération de l'enfant confirment que la stratégie a fonctionné, validant le pari pris par Ibrahim Traoré devant ses officiers. Pour les soldats de l'unité, la conséquence est plus subtile mais plus profonde. La peur de la sanction aveugle laisse place à une vigilance accrue. Les hommes comprennent que les menaces pesant sur leur famille sont désormais reconnues comme un enjeu opérationnel, non comme une faiblesse honteuse à dissimuler. Cette prise de conscience réduit le silence, encourage les signalements précoces et limite l'isolement psychologique des plus vulnérables. Les familles, jusque-là absentes des calculs militaires, deviennent un acteur indirect de la sécurité. La libération d'Aminata envoie-t-elle un message clair ? Le commandement ne considère plus les proches comme des dommages collatéraux inévitables. Ce signal apaise une angoisse diffuse et renforce le lien entre l'armée et son environnement civil. La loyauté ne repose plus uniquement sur la peur de la punition, mais sur la confiance que l'institution protège ceux qui attendent à l'arrière. À l'échelle plus large du pays, la décision commence à circuler comme un récit exemplaire. Les débats émergent dans les médias et parmi les responsables politiques. Certains dénoncent un précédent dangereux, craignant une dilution de l'autorité. D'autres y voient l'esquisse d'un modèle adapté aux conflits contemporains, où la manipulation psychologique est aussi destructrice que les armes. Le nom d'Ibrahim Traoré est associé à cette tension entre fermeté et adaptation stratégique. Pour les groupes armés adverses, enfin, le message est ambigu mais dissuasif. Le chantage familial reste une arme, mais il n'est plus garanti qu'il produise l'effet escompté. L'ennemi découvre que cette méthode peut se retourner contre lui, exposer ses réseaux et conduire à des pertes directes. Cette incertitude complique ses calculs et introduit un risque nouveau dans ses stratégies. Ainsi, une décision prise dans l'urgence redessine plusieurs cercles à la fois. Elle modifie les comportements internes, réoriente le rapport aux civils et perturbe les méthodes adverses. Le dilemme initial ne disparaît pas, mais ses conséquences deviennent tangibles, mesurables et durables. À moyen terme, la décision prise ouvre 3 trajectoires plausibles, chacune dépendante de réactions humaines plus que de règles écrites. D'abord, on peut imaginer une stabilisation prudente. L'unité intègre les enseignements du cas Moussa, met en place des mécanismes de signalement et de soutien et réduit progressivement l'efficacité du chantage familial. La discipline demeure, mais elle est accompagnée d'une vigilance collective accrue. Dans cette configuration, l'autorité d'Ibrahim Traoré se consolide sans provoquer de rupture majeure et la cohésion progresse par ajustements successifs plutôt que par choc. Ensuite, on peut imaginer un effet d'entraînement. La réussite de l'opération de déception encourage d'autres unités à adopter des dispositifs similaires. Les familles sont mieux protégées, les tentatives de manipulation sont détectées plus tôt et l'ennemi perd un levier stratégique central. À l'intérieur, la confiance se transforme en initiative. Les soldats osent signaler leur vulnérabilité avant qu'elle ne devienne des failles. Dans ce cas, la décision initiale devient un précédent vertueux, non parce qu'elle est reproduite à l'identique, mais parce qu'elle inspire une adaptation intelligente de la justice militaire aux réalités du terrain. Enfin, une trajectoire défavorable reste crédible. Certains peuvent interpréter la clémence comme un relâchement. Des rumeurs se propagent, des suspicions réapparaissent, et la frontière entre compréhension et indulgence se brouille. Si une nouvelle trahison survient sans réponse claire, la confiance pourrait se retourner en désillusion. La même décision qui avait soudé pourrait alors diviser, fragilisant l'autorité et exposant l'unité à des tensions internes durables. Ces 3 trajectoires ne sont pas exclusives. Elles peuvent se succéder ou se combiner. Le point commun est ailleurs.
Aucune ne dépend uniquement de la règle formelle. Elle repose sur la capacité du commandement à expliquer, encadrer et rappeler en permanence le sens de la décision. Ici, la question n'est pas de savoir si la clémence était juste ou non, mais si elle est comprise comme une exception stratégique, et non comme une norme implicite. Si une leçon se dégage, elle tient en une condition simple. Si l'autorité assume la complexité et la rend lisible, alors le risque devient gérable. Sinon, il se transforme en dette silencieuse, prête à ressurgir au premier choc. À ce stade, l'histoire cesse d'être uniquement militaire. Elle touche à des situations que beaucoup reconnaissent, même hors du champ du combat. Travailler sous pression, obéir à des règles strictes, faire face à des dilemmes où aucune option n'est pleinement satisfaisante. Ces réalités dépassent largement les murs d'une caserne. Ce que traverse l'unité reflète des tensions présentes dans les entreprises, les institutions et même les familles. Pour certains, la priorité absolue reste la règle. Quand tout vacille, s'y accrocher donne un sentiment de sécurité. La règle simplifie, tranche, protège de l'incertitude. Mais elle peut aussi écraser des situations humaines complexes si elle est appliquée sans discernement. D'autres, au contraire, privilégient l'écoute et l'adaptation, au risque d'être accusés de faiblesse ou d'incohérence. Entre ces deux pôles, beaucoup hésitent sans jamais trouver d'équilibre stable. L'exemple d'Ibrahim Traoré met en lumière une tension universelle. Décider avec des informations incomplètes, sous le regard des autres, tout en sachant que l'erreur sera jugée plus sévèrement que l'inaction. Dans la vie quotidienne, cela peut prendre la forme d'un manager confronté à une faute grave, d'un responsable public face à une crise, ou d'un parent devant arbitrer entre sanction et compréhension. La question n'est pas de copier la décision, mais d'observer la méthode. Deux éléments ressortent clairement. D'abord, le refus de décider dans la précipitation émotionnelle, même lorsque la pression est maximale. Ensuite, l'effort constant pour rendre la décision intelligible à ceux qui devront vivre avec ses conséquences. Ces gestes n'éliminent pas le risque, mais ils le rendent partageable. Ce récit invite ainsi chacun à s'interroger sur sa propre manière d'exercer l'autorité. Non pas pour chercher une réponse parfaite, mais pour accepter que la responsabilité commence souvent là où les règles cessent de suffire. À partir de cet épisode, une logique d'action structurée se met progressivement en place. Elle ne vise pas à effacer la faute, mais à réduire la probabilité qu'un dilemme similaire dégénère à nouveau. D'abord, il s'agit de reconnaître officiellement le chantage familial comme une arme de guerre à part entière. Ce simple changement de regard transforme un tabou individuel en problème collectif traitable. Ensuite, l'organisation entre en jeu. Des canaux de signalement discrets sont créés afin que les soldats puissent alerter sans s'exposer immédiatement à la sanction. L'objectif n'est pas de suspendre la discipline, mais d'intervenir avant que la contrainte ne pousse à l'irréparable. Chaque signal déclenche une évaluation rapide, limitée dans le temps, encadrée par le commandement, puis la prévention devient centrale. Des sessions de formation expliquent les mécanismes de manipulation psychologique utilisés par les groupes armés. En comprenant comment la pression s'exerce, les soldats gagnent un temps précieux pour réagir autrement que dans la panique. Cette pédagogie réduit l'isolement et renforce la vigilance collective. Ensuite, l'attention se porte sur les familles. Des dispositifs de soutien et de protection sont envisagés pour les proches les plus exposés. Sans promettre une sécurité totale, ces mesures envoient un signal clair. La vulnérabilité familiale n'est plus ignorée. Elle devient un paramètre intégré à la planification. Enfin, le suivi devient indispensable. Chaque cas traité fait l'objet d'un retour d'expérience formalisé. Les erreurs sont analysées, les succès documentés et les règles ajustées sans être diluées. Pour Ibrahim Traoré, cette feuille de route permet de transformer une crise morale en apprentissage durable. La sanction reste possible, mais elle intervient désormais dans un cadre où la compréhension précède le verdict et où la justice vise à protéger l'ensemble plutôt qu'à frapper aveuglément. L'image qui revient n'est pas celle d'une arrestation ni d'un piège refermé. C'est celle d'un rassemblement sous un soleil écrasant, des rangs silencieux et d'un homme qui choisit ses mots avec autant de soin que ses ordres. En rappelant l'histoire de Moussa devant tous, Ibrahim Traoré ne cherche pas à effacer la trahison, mais à lui donner un sens compréhensible,
Partagez, assumez. Ce moment referme la boucle ouverte au début quand le doute s'est insinué dans les regards. Le geste est lourd de conséquences émotionnelles. Pour certains, il apaise une colère prête à éclater. Pour d'autres, il laisse une inquiétude persistante, celle de voir la règle perdre de sa netteté. Mais tous comprennent que le commandement n'a pas fui la complexité. Il l'a affronté à visage découvert. La trajectoire de Moussa devient alors un miroir inconfortable. Ni héros, ni monstre, mais un homme broyé par une guerre qui cible désormais les liens familiaux autant que les positions militaires. En choisissant de maintenir une porte entr'ouverte plutôt que de la claquer définitivement, Ibrahim Traoré transforme une faute irréversible en rappel permanent de responsabilité. La phrase qui circule ensuite dans le camp résume ce basculement. La force ne réside pas seulement dans la punition, mais dans la capacité à préserver ce qui tient encore debout. C'est là que l'émotion se fixe. Non dans la victoire tactique, mais dans la conscience d'avoir traversé une épreuve sans renoncer entièrement à l'humanité. Ce récit se referme sans verdict définitif, parce que les dilemmes qu'il soulève n'en ont jamais vraiment. L'histoire d'Ibrahim Traoré n'est pas proposée comme un modèle à imiter mécaniquement, mais comme une invitation à réfléchir autrement à l'autorité, surtout lorsque les règles entrent en collision avec le réel. Elle rappelle que diriger ne consiste pas seulement à appliquer des sanctions, mais à assumer publiquement le poids des conséquences. Dans un monde où la pression, la peur et la manipulation gagnent du terrain, cette question dépasse largement le cadre militaire. Comment réagir quand une faute est réelle, mais que ses causes révèlent une fragilité plus large du système? Jusqu'où peut-on aller pour préserver la cohésion sans renoncer à la justice? Et à partir de quel moment la rigidité devient-elle un risque plus grand que l'adaptation? Ce sont ces interrogations qui prolongent l'histoire bien après la dernière scène. Elles concernent les chefs, les institutions, mais aussi chacun de ceux qui un jour devront décider sous contrainte, sans garantie d'être compris. Si ce récit vous a marqué, la discussion ne fait que commencer.